Monsieur Alliot, donc je crois que c'est pas la peine de vous présenter du coup. Vous êtes avocat, vous êtes vice-président du Front National, vous êtes député européen, vous êtes aussi conseiller régional ici, et donc la tête de liste pour le Front National. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et je vais vous poser cette première question en rappelant que vous êtes membre du Front National depuis très longtemps, vous avez été proche de Jean-Marie Le Pen, aujourd'hui de Marine Le Pen évidemment. Qu'est-ce qui a fondé cet engagement politique? Je vous pose la question de manière un petit peu sournoise. J'ai lu dans un livre il y a quelques mois que si Marine Le Pen était élue présidente de la République, vous pourriez arrêter la politique. C'est vrai ou pas? Très honnêtement, oui. Vous l'avez donc vraiment dit? Oui. Et donc, je finis ma question. Pourquoi est-ce que vous êtes engagé en politique et pourquoi cette idée d'arrêter un jour? C'est étonnant, un homme politique qui prédit l'arrêt de la vie politique. Parce que je pense qu'on peut faire de la politique en couple, mais qu'à ce niveau de l'État, c'est un président de la République qu'on va élire et ce n'est pas un couple. Et que nécessairement, l'autre moitié de ce couple-là doit s'effacer et ne doit pas être, entre guillemets, un boulet pour son conjoint président de la République. Et c'est par respect des institutions. Voilà, je pense qu'un président de la République, c'est un monarque républicain et qui ne doit subir aucune pression d'aucune sorte, pas plus des lobbies que de sa propre famille. Il est au service de la France et du peuple français. Et votre engagement politique, à vous, il est venu comment? Et pourquoi est-ce que vous êtes engagé? Moi, c'est une histoire familiale, c'est par respect pour l'histoire de France, l'histoire de tous ceux qui se sont battus pour défendre l'Empire, notamment, pour tout ce qui a fait la grandeur de la France, qu'il s'agisse de la monarchie, évidemment, de l'Église catholique aussi, quand même, de l'Empire, parce que nous sommes aussi des enfants de Napoléon, et évidemment de la République, dont Péguy disait qu'elle était la 4e dynastie qui régnait sur la France. Donc tout cela fait que c'est notre héritage, on doit le défendre, et je pense que ce qui caractérise, pour moi, un patriote et un nationaliste que je suis, c'est de se dire qu'un jour, on peut aussi mourir pour son pays. Voilà, ça je pense que la jeunesse devrait en avoir conscience, surtout après de ce qu'on a vu vendredi. Les jeunes doivent savoir que la nation est l'élément, à mon avis, le plus fondamental qu'il soit, puisque c'était la première question, avec la famille dont on va parler, et aussi la vie de la conception à la mort naturelle. Voilà ce qui fonde mon combat. Alors on va parler de la famille, vous avez raison. Avant d'en parler, puisque vous êtes candidat pour devenir président de cette région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, quel est votre projet? Quels sont les grands axes de votre projet et vos priorités si vous devenez président de région le 13 décembre prochain? Écoutez, c'est d'abord sur la fusion de la région qui est un projet absolument fou, dans la mesure où ces gens-là ont décidé d'une réforme qui sont incapables aujourd'hui de vous présenter sur un document quelconque. C'est-à-dire qu'à la préfecture, on travaille toujours sur la fusion des services entre Montpellier et Toulouse, et à la région, que ce soit Midi-Pyrénées ou Languedoc-Roussillon, ils ne savent pas très bien les directions qui vont rester, les services, comment tout cela va s'agencer. Nous sommes une région en profond déséquilibre entre deux grandes métropoles, Toulouse d'abord, Montpellier, avec des territoires qu'on oublie. Je vais plaider aussi pour ma paroisse, Perpignan, qui est la 3e aire urbaine, on va dire, de cette grande région. Et donc, il faut rééquilibrer ce territoire, il faut revitaliser ce territoire. Et dans cette revitalisation, justement, la défense de la famille et de la manière dont les familles peuvent vivre est aussi un enjeu pour cette région-là. Parce qu'il y a la défense de la cellule familiale, mais aussi il y a la défense de la vie de la famille, de la manière dont on va pouvoir trouver des crèches, des emplois, une éducation. Tout cela aussi, c'est le rôle, je crois, d'une région de savoir ce qu'il compte faire demain. Alors on va en parler, on va rentrer même dans le concret, mais avant cela, quelle est la conception de la famille que vous souhaitez défendre? Et puis on va regrouper les deux questions parce qu'elles vont un peu ensemble. Selon vous, aujourd'hui, à quelles difficultés au quotidien sont confrontées les familles? Et donc qu'est-ce que vous voulez vous favoriser si vous êtes élu président de région comme modèle familial? Bon, le modèle familial, c'est celui qui est partagé, je crois, par l'ensemble des Français. C'est ce que l'on appelle la famille traditionnelle et l'ensemble de ce que l'on peut voir aujourd'hui de difficultés dans la vie quotidienne. Le problème des familles aujourd'hui, c'est essentiellement pour beaucoup des problèmes d'éducation des enfants, des problèmes économiques, sociaux,
et tous ces problèmes-là qui font que bien, les familles, quelquefois, éclatent. Les familles sont disséminées, les familles, quelquefois, entre membres de sa propre famille, des générations ne se voient plus ou ne s'entraident plus. Tout cela, ce maillon générationnel, quelquefois ne se fait plus. Et dans une région comme la nôtre, avec des territoires qui souffrent, avec une désertification qui s'accélère, c'est, je pense, quelquefois la dernière petite chose qui reste, mais qui demain peut disparaître à tout moment. Alors, si vous êtes élu, quelle politique familiale, quelle proposition pouvez-vous mettre en place pour justement recréer ce lien qui disparaît ? D'abord, c'est empêcher les dérives de ce que nos adversaires politiques nous prévoient. Je peux vous dire qu'à l'Europe, il faut aller voir un peu les propositions qui sont faites par les groupes. Par exemple, je pense à M. Tarabella, qui est un socialiste italien, qui défend des choses qui me paraissent absolument incroyables, mais avec l'appui, il faut quand même le dire, de l'ensemble des députés qui font partie du spectre politique français, UMP compris, enfin ex-UMP, à l'exception des députés du Front National. Et là, vous avez la théorie du genre et vous avez toutes ces théories fumeuses qui sont votées, défendues au niveau de l'Europe et qui espèrent bien influencer localement. Donc je pense que déjà, ce serait défendre une conception traditionnelle de la famille et des valeurs familiales. Ensuite, c'est tout simplement de faciliter la vie des familles. Voilà, faciliter la vie des familles, je le disais, dans nos territoires et puis dans les entreprises. Et là, ça passe par un arsenal, on ne va pas parler de tout ce qu'on peut imaginer, mais des crèches d'entreprise, tout ce qui peut permettre aux parents de pouvoir évidemment éduquer leurs enfants et vivre dans les meilleures conditions. Et puis il y a le volet aussi dont on n'a pas encore parlé, mais qui est tout aussi important que cela, c'est le volet de l'éducation. Et c'est là, pour le coup, là aussi, la préservation des enfants d'un certain nombre aujourd'hui de périls qui sont leur quotidien. Moi, j'ai un enfant qui est au collège et une fille au lycée. Voilà, j'ai décidé depuis maintenant le début de ma campagne de faire que la région lance dans l'ensemble des lycées de la région comme grande cause régionale la lutte contre la drogue sous tous ses aspects dont personne ne parle, que ce soit d'un point de vue pédagogique ou même sous le volet sécuritaire, de mettre des veilles aux portes des lycées ou à l'intérieur des lycées pour lutter contre le trafic de drogue, contre les effets de la drogue et d'autres d'ailleurs. Il y a aussi l'alcool, on pourrait parler de l'alcool ou d'autres choses comme cela, ou la pornographie d'ailleurs quelquefois. Et tout cela, à mon avis, est de nature à, je pense, peut être de la compétence d'un président de région et doit faire l'objet d'une politique spécifique dans les lycées, comme on peut d'ailleurs dans les lycées trouver d'autres causes qui sont aujourd'hui le quotidien de nos enfants. Il n'y a aucune raison qu'on ne parle pas de ces sujets à l'école. En deux mots, que vous inspire, puisque ça a l'air de rejoindre un peu ce que vous dites, la création d'un pass région-famille qui aurait pour but de favoriser la vie des familles sur le plan, vous les avez cités, mais culturel, sur le plan des loisirs, des transports, vous en avez parlé aussi. Mais je pense qu'il n'existe pas sous cette forme-là, puisqu'il peut exister en matière culturelle, il peut exister dans les trains, en matière de transport, il peut exister en matière sportive d'ailleurs. On peut imaginer un pass famille qui regroupe l'ensemble des facilités qui existent déjà dans un certain nombre de secteurs de l'activité régionale pour permettre en quelque sorte un guichet unique famille qui donne accès à, ça me paraît quelque chose, oui, de faisable. Et la création que vous inspire l'idée de créer une commission dédiée à la famille au sein du conseil régional ? Oui, vous savez, moi j'avais déjà signé la charte, j'en dirai deux mots dans ma conclusion d'ailleurs, j'avais signé la charte de votre association pour les élections municipales et c'était déjà un engagement de la charte municipale de créer un élu délégué à la famille et au handicap, je crois que c'était. Et je pense qu'à la région, on peut tout à fait créer une commission en ce sens. Ça ne fait aucun... Mais l'élargir, à mon avis, en y mettant la famille, le handicap, avec les difficultés que l'on connaît aujourd'hui,
et puis l'ensemble aussi des politiques sociales qui pourraient être traitées par la même commission. Pardon, je ne veux pas couper d'applaudissements. En 2 mots, on va laisser. En 2 mots, puisque vous avez des enfants qui sont au collège et au lycée, je ne sais pas s'ils sont au public ou au privé, mais dans le public ou dans le privé, pardon, mais qu'envisagez-vous de faire en tant que président de région, si vous êtes élu, pour réétablir peut-être l'égalité entre le public et le privé? Tout ce que les institutions n'ont pas encore fait. Moi, je suis un enfant, on va dire, du public, de la publique, mais c'est vrai que j'ai évolué, il faut quand même reconnaître ce qui est, dans un environnement privilégié. C'est sûr qu'au fin fond de l'Ariège, il y a 30 ans ou 35 ans, il n'y avait pas les problèmes qui se posent aujourd'hui dans nos écoles. Et donc, il y avait, j'allais dire, un autre niveau comment on pourrait le dire, de moralité publique. Ça concerne à la fois les élèves et les professeurs et l'ambiance générale. Donc, je suis évidemment sensible à cette question-là. Il faudra défendre le principe d'égalité entre le public et le privé, car il n'y a aucune raison, alors que l'ensemble de nos concitoyens paient les mêmes impôts, qu'il y ait une différence justement entre les écoles publiques et les écoles privées. Ou en tout cas, qu'il s'y passe en quelque sorte une discrimination idéologique entre le public et le privé. Il est sûr que moi qui ai siégé dans les conseils régionaux en Midi-Pyrénées et en Languedoc-Roussillon, vous avez des groupes politiques, dès que vous parlez d'aide à des lycées privés, qui sursautent sur leur chaise comme s'ils avaient vu le diable. Eh bien, écoutez, il faudra qu'ils s'habituent à ce que les électeurs décideront demain et on aidera l'ensemble des écoliers, des lycéens, sur un même pied d'égalité, parce que justement, ça fait partie de la devise de la République, hein, liberté, égalité, fraternité, y compris pour l'école privée. Alors, vous avez utilisé le terme discrimination idéologique pour parler des subventions de la région. On va arriver sur ce terrain-là, qui est un terrain un peu brûlant. Je ne sais pas si vous avez, parce que visiblement il y a beaucoup d'opacité dans cette région sur les subventions accordées par le conseil régional, si vous avez des éléments sur ce que la région subventionne comme association, mais vous, en tant que président de région, sur quels critères d'abord attribueriez-vous les subventions aux associations et lesquels stopperiez-vous si vous étiez élu? Ça, c'est le sujet le plus délicat qu'il y a dans une institution comme un conseil régional. Mais la fusion des régions va permettre justement de faire le grand ménage, puisque vous savez que la fameuse clause de compétence générale disparaît, et c'était la clause qui permettait à l'ensemble des exécutifs régionaux d'arroser les copains, les associations amies, les associations communautaires, les associations idéologiques, les associations antiracistes, enfin, voilà, on a arrosé un peu que tout le monde. Là, il n'y aura plus d'argent pour faire tout cela. Donc il faudra se concentrer sur les compétences propres de la région, c'est-à-dire l'économie, la formation professionnelle, l'apprentissage, les transports, et ne plus comme cela faire du soutien idéologique. Mais en revanche, on peut faire du soutien à des causes qui sont des causes nobles, qui sont des causes comme la lutte contre certains handicaps ou aider certains handicaps, la lutte, comme je le disais, contre la drogue. Et aujourd'hui, c'était d'ailleurs dans notre programme avant ces affreux événements, que la région aussi est un volet pédagogique dans les écoles ou peut-être même dans les transports sur la lutte contre les dérives islamistes radicales. Et là, je pense que, contrairement, sans tomber dans la psychose, mais je pense que les régions ont malheureusement, partout en France, quelquefois soutenu des associations communautaristes liées à des organisations qui sont des organisations extrémistes pour le moins, et dont on peut constater avec le temps qu'elles sont de véritables bombes à retardement pour notre société. Je ne sais pas dans quelle mesure... vous avez dit qu'il n'y aurait plus la possibilité pour la région de subventionner
il n'y aura plus d'argent à déverser aux copains, comme vous dites? Il n'y aura plus d'argent à déverser à tout le monde sans discernement, ou plutôt avec discernement, et la région devra se concentrer sur ses compétences propres, et notamment c'est le développement économique, les transports, la formation professionnelle, des choses comme ça. Tout ce qui est subvention clientéliste, ce que l'on dénonce chez les autres, on va éviter de le mettre en place nous-mêmes. Sinon, si c'est pour remplacer une classe politique pour faire les mêmes principes avec les mêmes dérives, c'est évidemment pas la peine de les remplacer. Je vous pose la question parce que la semaine dernière, on était à Marseille pour la même réunion avec les candidats aux élections régionales en PACA, et Marion Maréchal Le Pen a surpris un peu tout le monde en disant qu'elle suspendrait les subventions au planning familial. Et je voulais vous demander, puisque je me souviens qu'en 2012, vous aviez créé la polémique, et c'est pas du tout un reproche, hein, avec le fameux terme, vous savez, IVG de confort, et puis vous avez parlé de la vie, de la conception à la mort naturelle tout à l'heure. Si vous pourriez faire la même chose ou pas? Oui, je crois qu'il y a des comportements et des publicités. Il y a des comportements et des publicités, évidemment, qui ne méritent pas, à mon avis, qu'elles soient financées par l'argent du contribuable. Car là encore, le principe d'égalité aussi doit aussi avoir le principe de responsabilité comme pendant. Et je crois qu'effectivement, dans certains domaines, on est allé beaucoup trop loin. Et c'est dans les domaines, quelquefois, vous avez vu, par exemple, qu'à Marseille, notre ami Ravier s'était battu contre une exposition culturelle, dit-on, pédopornographique. Voilà, de la même manière, les régions ne sont pas obligées de subventionner ces choses-là. Ce qui ne veut pas dire quand même, pour le planning familial, qu'il faut déserter ce terrain de l'éducation et de la pédagogie des jeunes générations, parce qu'elles sont aujourd'hui, en raison de tout ce qu'on peut trouver sur Internet, sans contrôle. Elles peuvent être aussi les victimes de tout ce que l'on peut voir de pire dans tous les domaines. Et ça demande quand même qu'au sein des familles, il y ait une prise de conscience sur tout cela, mais qu'à l'école aussi et dans les lycées, une prise de conscience sur tout ce qui peut justement toucher la jeunesse et être, pour leur avenir, comment je pourrais dire, un péril très grave pour leur équilibre et pour l'avenir même de leur cellule familiale. Alors, vous parlez de péril très grave, je vais vous laisser le mot de la fin puisque c'est vous qui allez conclure cette soirée en quelque sorte en vous adressant non pas à moi mais au public qui est venu vous écouter et notamment aux familles. Quel est votre message, le message que vous voulez leur délivrer ce soir? Je crois que les familles, moi je crois avoir démontré avec quelques autres, j'ai fait partie de vos manifestations parisiennes et à Perpignan. J'ai bien conscience que c'est l'un des sujets, à mon avis, majeurs, puisqu'on est en train de perdre, j'espère que non, évidemment, mais après avoir perdu la nation, si on perd le combat de la famille, je pense qu'il en sera terminé de notre civilisation. Donc c'est un combat de civilisation. Mais moi, j'aimerais aussi vous mettre en garde, si je puis me permettre, puisque j'ai signé votre charte à la municipalité de Perpignan pendant les élections, et je me suis rendu compte que certains éléments de la manif pour tous, alors que le maire, mon concurrent de maire, était allé à la fois à la manifestation pour tous, mais à la fois avait reçu le lobby LGBT, ce que je n'ai pas fait. Un certain nombre de gens de la manif pour tous avaient appelé à voter pour le maire sortant contre moi. Je n'ai pas trouvé ça très élégant. Tant pis, ce n'est pas la question. Mais j'aurais peut-être, moi, un conseil, je ne sais pas comment ça sera pris, mais je préfère vous le dire, de ne pas tomber dans la récupération d'aucun parti politique, pas même de celui du Front National. La famille est quelque chose de fondamental pour l'avenir de la France, pour l'avenir du pays, pour l'avenir de l'Europe. Il y a plein de questions qui sont liées à la famille, notamment toute la politique de la natalité. Et c'est un combat que vous devez mener seul, en dehors de toute influence, et de maintenir ce cap. Je sais que ce n'est pas facile, mais j'espère que vous saurez évidemment naviguer comme de très bons marins
entre les différentes difficultés qui malheureusement sont aujourd'hui le quotidien des organisations, soit politiques, soit culturelles, soit comme la vôtre, qui vous faites du lobbying en quelque sorte sur les valeurs que nous défendons. Eh bien, continuez à le faire, mais de grâce, ne vous affiliez pas et ne vous affiliez à aucun parti politique ni à aucun responsable politique.